Bienvenue dans La Variable, le podcast qui décortique la métaphysique pour tous. Et nous allons attaquer ce premier épisode avec le bien nommé JL, qui se serait reconnecté en flux direct avec sa conscience, et qui par ce biais va nous expliquer un petit peu le cycle de la vie et ce qui se passe au-delà de ce que nous voyons. Eh bien, c'est parti! J'ai fait pour ma part pas mal de prises de conscience et donc je voulais faire connaître toutes mes prises de conscience au fur et à mesure. J'en faisais beaucoup, j'ai écrit peut-être 4 à 5 000 pages de mes prises de conscience. À un moment donné, j'en faisais une par jour. Donc je voulais le faire connaître au travers de conférences, au travers d'entretiens. Maintenant, ça m'intéresse un peu moins. Je fais des grosses prises de conscience que j'avais jamais vues parce qu'on évolue toujours dans la méthode, dans ce type de choses, de prise de conscience. Il y a une évolution qui se fait. Il faut bien passer une chose qui est fondamentale, c'est que si vous évoluez, nous, on évolue aussi. C'est-à-dire que l'évolution, ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas parce que vous avez 20, 30, 40, 50 ou 80 ans que vous n'allez pas évoluer. Vous continuez votre évolution. Et on a toujours tendance à se dire, tiens, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai eu plein de prises de conscience, donc j'ai vachement évolué. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Quand j'allais voir Bernard, je lui disais, ouais, j'ai fait plein de prises de conscience, j'ai ça, ça, ça et ça. Et lui, j'avais aucunement pensé que lui pouvait évoluer aussi. Et donc, il m'expliquait ce qu'il y avait après. Donc, je me suis aperçu que j'étais à la bourre. Après, j'ai rapidement compris qu'il fallait rester à sa place parce que tout le monde évoluait en parallèle, c'est tout. Donc du coup, y a-t-il un réel intérêt en fait du coup à être conscient de son évolution? Est-ce que ça permet d'aller plus vite? Est-ce que ça permet de faire les choses différemment, de faire moins d'erreurs? Quel est l'intérêt au final, on voudrait dire aux gens de prendre conscience de son évolution et de son état d'esprit, quoi? Le fait de la conscience, fondamentalement, ça permet de moins souffrir. D'accord. Ok. Mais alors du coup, alors justement, ça c'est une très très bonne remarque. On entend souvent derrière cette phrase-là ah ben oui, parce que ça te permet de trouver des raisons à tout ce qui t'arrive. Alors est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce que ça permet de moins souffrir? Éventuellement, ça permet d'apporter des explications, ça permet de voir ce qui va se passer, ça permet d'ajuster sa vie, ça permet de pas tellement prévoir, mais de connaître ce qui va se passer. Ça permet de voir les jeux, de voir les manigances. Ça permet de commencer à faire du vide autour de soi, parce que la vibration, l'avantage de la vibration et de la conscience, c'est que l'environnement change. L'environnement change à la mesure de notre état vibratoire. Ce qui fait que vous n'avez plus du tout les mêmes personnes, vous n'avez pas du tout les mêmes objets, vous n'avez plus du tout les mêmes emplacements ni le même travail. Et ça évolue. Et cette évolution a tendance à vous amener de l'amélioration plutôt que de la peine, dans le sens où c'est être péniblé que de rencontrer tous les jours les mêmes individus avec leurs mêmes problèmes et leurs mêmes difficultés. Tandis que là, vous apercevez que cet individu, il va partir pour un endroit qui lui va mieux, vous allez être muté dans un endroit qui vous relaxe davantage, etc. Donc c'est à ça que ça sert éventuellement. Ensuite, les états de conscience, c'est quand il se passe quelque chose ou quand vous avez une idée mathématique qui sort ou une idée physique qui sort, vous pouvez arriver en prenant l'idée à la poster et à la poser exactement sur des choses que vous connaissez et vous arrivez à trouver une solution si le concept est bon, évidemment. D'accord.
Et justement, on parle de tout ça. Comme je disais un petit peu hors antenne avant ce premier épisode, on va dire, de la variable, on disait justement, donc il y a un regain d'intérêt, voire un gain d'intérêt tout court d'une espèce de génération aujourd'hui de jeunes personnes qui s'ouvrent, je dirais, plus que d'habitude à la spiritualité pour certains, mais tout simplement la recherche de vérité, diront pour d'autres, pour être un petit peu plus dépolarisé. J'avais assisté à une conférence, je me rappelle, d'un célèbre réseau social dont je ne dirai pas le nom, qui était venu nous voir sur mon ancien lieu de travail et qui qualifiait un petit peu les différentes tranches d'âge et qui parlait justement aujourd'hui de toutes ces personnes entre 15 et 25 ans, hein, voire jusqu'à 30 ans, donc on est en 2019, au moment où on enregistre ça, et qui appelait cette génération, les fameux millennials, la génération 11 septembre. Donc c'est quand même assez fort comme impact, c'est-à-dire que ces personnes-là nous définissent à travers cet événement-là et tout ce qui en découle, hein, tout ce qui a suivi derrière. Donc est-ce que cet élargissement de conscience a quand même pu être peut-être déclenché par ces choses-là, ou est-ce que justement c'est en réponse à une angoisse de la vie, de manière générale, que d'un coup, on va dire les jeunes, hein, pour parler un petit peu simplement, d'aujourd'hui justement cherchent à, je dirais pas trouver des réponses, parce que paradoxalement c'est vrai que tout le monde s'éloigne des religions, mais cherche quand même à revenir à une espèce de réalité pragmatique sur justement la réalité de la conscience, la réalité du cerveau, potentiellement la vie après la mort. Comment ça se fait qu'il y a un tel intérêt pour tout ça aujourd'hui et est-ce que toi, éventuellement, avec ton vécu au quotidien, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Est-ce que tu ressens vraiment un intérêt, une montée en vibration éventuellement de la planète et des générations actuelles? Concernant ce que je ressens, je le ressens peut-être, mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que tous les événements choquants, que ce soit le terrorisme, que ce soit les guerres, que ce soit, servent essentiellement à faire monter la vibration de l'être humain. Et il n'est pas anormal de voir que les jeunes s'intéressent de plus en plus à des nouvelles vibrations qui sont de plus en plus proches des leurs, pour la raison bien simple, c'est que leur a fait monter la vibration avec ces événements qui, auparavant, ils n'auraient connu qu'au travers de la guerre. D'accord, ah oui, effectivement. D'ailleurs, je me posais une petite question, mais alors purement personnelle. Il se trouve qu'on enregistre à tout hasard ce podcast à l'heure où, je ne sais pas si vous êtes au courant, tous les deux, en ce moment même, voilà, Notre-Dame de Paris est en train de brûler. Ouais. En ce moment même, moi, ça a fait écho immédiatement avec une énorme recrudescence d'incendies ces derniers temps, a fortiori à Paris, mais partout en France. On en parle beaucoup plus que d'habitude. Tout se met à prendre feu, j'ai l'impression. Alors voilà, je ne veux pas virer dans la paranoïa, chercher des réponses à tout, mais voilà, est-ce qu'il pouvait y avoir un petit lien? Est-ce que le fait que des choses, entre guillemets, négatives se produisent à droite à gauche, soit dans la continuité d'une montée en vibration? Il y a toujours un lien à tout. Donc, que tout prenne, que la majorité des choses anciennes prennent feu, ça montre un renouvellement, ça montre un renversement de certaines tendances, ça montre un besoin de mobiliser les esprits vers quelque chose de nouveau. Ça montre un renouvellement de la nation, quelque part. Que ce soit au point de vue politique, que ce soit au point de vue psychique, que ce soit au point de vue éducatif, automatiquement, tout ça, ça va se transformer. C'est obligé, et c'est un petit peu le signal. C'est un petit peu comme quand un feu s'allume au croisement, quand vous avez le verre qui commence à passer, c'est que ça va démarrer. Là, on a le feu qui démarre, c'est celui qui, normalement, est apte à nettoyer et pour la construction future. Donc, c'est normal qu'on soit dans une phase d'accélération, dans une phase de démarrage, et c'est normal que ça brûle de plus en plus. Que ce soit au niveau des idées, avec les manifestations de gilets jaunes, que ce soit au niveau je dirais que le premier démarrage, ça a été les terroristes et leurs actions, et on ne sait pas tout à fait par qui ça a été démarré, ça. Et maintenant, qu'il y ait du feu en application, ça ne pose pas de problème.
Ça me faisait penser du coup, est-ce que ça ne donne pas un aspect, une teinte un petit peu négative? C'est-à-dire quand on écoute un petit peu tout ça, hein, moi je me mets à la place là des gens éventuellement qui découvrent un petit peu cette nouvelle vibration, qui tombent sur ce podcast pour la première fois, de se dire: «Bon d'accord, apparemment les choses sont programmées, il y aurait des forces, quelles qu'elles soient, quantiques, voilà, quelles que soient les raisons derrière tout ça qui peuvent, donc diriger, programmer, influer sur notre vie, physique on va dire, sur terre, hein, pour pas mettre de mots, plus religieux sur tout ça». Est-ce que ça peut ne pas donner justement une image un peu négative? Parce qu'au final, aujourd'hui, les gens ont encore du mal à se détacher de leurs émotions et du polaire, hein, donc le bien, le mal. Et c'est vrai qu'on se dit, bah tiens, est-ce que l'évolution doit forcément passer par des choses aussi terribles, aussi visuellement et psychologiquement agressives? Et j'illustrerai ça d'ailleurs avec une petite parenthèse culturelle. J'ai appris dans un reportage il n'y a pas longtemps qu'effectivement, on avait remarqué une évolution de la psychologie globale vers la négativité à travers le cinéma et la science-fiction, a fortiori. C'est-à-dire que dans les années 70, hein, on voit Star Wars, on nous voyait conquérants, avec des casques en aluminium brillants, des pistolets laser, conquérir la planète et tout. Et depuis quelques années, l'inconscient collectif, hein, tous les créateurs, les réalisateurs, on voit plutôt la science-fiction se diriger vers du post-apocalypse, hein, comme on dit. Hein, c'est un peu la nouvelle mode. Donc une détérioration, voire une destruction globale de la Terre, le survivalisme. Donc on voit quand même qu'il y a un pessimisme ambiant. Donc est-ce que c'est vers ça qu'on veut nous amener? Pourquoi on nous amène vers ça? Enfin, si le projet d'évolution est quand même censé être quelque chose de lumineux, enfin, c'est comme ça que les gens peuvent le voir, en tout cas, quelque chose de positif, hein, pour rester un petit peu dans les mots classiques. Donc bon, pourquoi est-ce que ça passe forcément par des choses terribles, entre guillemets, quoi? Le gros problème, c'est que l'individu, quand il se passe quelque chose, il le ramène à son émotionnel. Dans la mesure où il a un émotionnel qui ne le satisfait pas, c'est quelque chose de négatif. Quand il y a quelque chose qui le satisfait, c'est positif. Et cet effet de satisfaction vis-à-vis de ces sentiments fait qu'on ne peut pas arriver à voir, et c'est en ça que ça sert la conscience, à voir ce qu'il y a derrière. Si par exemple le fait de brûler un appartement, ça amènera peut-être une maison d'éducation ou n'importe quoi, de beaucoup mieux, mais de neuf, c'est quelque chose de valable. Maintenant, qu'il y ait des gens qui, pour des raisons ou d'autres, aient été victimes psychiquement, émotivement ou physiquement de ces phénomènes, ils ont sûrement été auparavant avertis de ce qui allait se passer et sûrement ils ont refusé de réagir vis-à-vis de ça. Ou alors c'était qu'ils devaient être touchés par ça pour une évolution particulière. Mais il faut se méfier aussi de quelque chose, c'est qu'il ne faut pas tomber dans une sorte de réflexe et de réaction de tout expliquer et de tout pardonner, dans le sens pardon religieux Divin, ou divin. C'est comme ça, donc c'est que ça devait arriver. Non, c'est comme ça. Si ça arrive comme ça, c'est parce que ça devait être dans ce sens-là, et c'est pas pour faire du bien ou faire du mal, mais c'est simplement pour que ça se modifie, pour qu'il y ait quelque chose qui se modifie. Je ne peux pas vous expliquer certaines choses qui pourraient choquer des individus parce que ça part dans le public, mais les choses se modifient doucement ou brutalement quand ça ne veut pas se modifier. Je donne un exemple. Par exemple, on me disait, est-ce que pour les jeunes, ça semble aller plus vite? Ça semble pas. C'est exactement à la même vitesse. C'est un petit peu comme quand vous portiez des couches culottes, vous les portez plus. Vous avez troqué le petit pyjama contre des jeans. Ça n'a pas donné de choc à personne et ça a été progressif. Et vous avez été content de ça. Bon, mais les phénomènes qui se passent, c'est exactement la même chose. On est des enfants, on est des bébés, il se passe des choses
dans la mesure où on est obligé de modifier notre comportement extérieur, ce sont nos vêtements et notre empathie vers l'extérieur qui est modifiée. Mais il faut arrêter de prendre ça d'une manière polaire, d'une manière religieuse. C'est fini la religion. La religion est terminée. Il faut arrêter la croyance. Dans la mesure où on arrêtera la croyance, on arrêtera la religion, l'individu va commencer déjà à aller mieux et à modifier son environnement. Parce que pourquoi l'environnement n'est pas modifié? Parce qu'on aime sa mémoire. C'est tout. Tant que vous aimerez votre mémoire, vous n'arriverez pas à avancer. Pourquoi le pays, la France, n'arrive pas à avancer? Parce que la majorité des gens aiment leur mémoire, aiment leur ancien texte, que ce soit les textes politiques ou les textes juridiques, que ce soit les formes juridiques ou les formes politiques. Tant que les gens aiment les anciennes choses et sont bien dans leur mémoire, il n'y aura rien qui va pouvoir se modifier. Et on attend que les vieux s'en aillent pour pouvoir modifier les choses. Le problème, c'est que les jeunes font exactement pareil que les vieux, c'est-à-dire qu'ils s'attachent encore à leur mémoire de jeunes. Et tant que vous êtes attaché à la mémoire de jeunes, il n'y a rien qui va pouvoir se modifier, si ce n'est que ça aura évolué entre le moment où il y avait les vieux et les jeunes sont arrivés. Le laps de temps où ça s'est accéléré, c'est que les jeunes voulaient changer les choses et puis se sont arrêtés à partir du moment où ils se sont trouvés stabilisés et en protection. Et c'est ça qu'il va falloir modifier. Mais pour l'instant, j'en vois pas encore le jour. Oui, effectivement, j'avais vu un satire, d'ailleurs, ça m'avait fait beaucoup rire, qui disait, ça illustre un petit peu tout ça, les Français veulent du changement, mais ils ne veulent pas changer. Donc, je trouve que ça représente bien un petit peu justement ce qui vient d'être dit. Et du coup, c'est vachement intéressant ce que tu racontes. C'est-à-dire qu'en fait, si je traduis un petit peu, encore une fois, j'essaie de me mettre une position un petit peu neutre, position publique, on va dire. En gros, il se passerait des choses brutales parce qu'on n'aurait pas vu ou accepté de vivre des choses beaucoup plus progressives. En gros, les choses sont brutales quand des solutions plus progressives n'ont pas été vécues. En gros, si on fait l'autruche, les choses qui vont arriver dans notre vie vont monter en intensité jusqu'à ce que ça passe. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. C'est ça. Par exemple, les gens qui ont eu les maisons délabrées se sont dit, bon, tant que ça tient, je vais quand même partir au boulot tous les jours. Bon, là, je ne paye pas trop de loyer, mais personne ne s'est dit, bon, c'est délabré, ça pue, c'est nul, c'est mauvais, il y a plus de la mousse partout. Pourquoi je ne vais pas aller travailler ailleurs? Pourquoi je ne me bouge pas le cul? Quand il s'agit pour des gens qui n'ont pas d'argent, de passer du sud à descendre à Paris, ils se débrouillent pour arriver à descendre ou à se mobiliser. Donc, ils peuvent arriver à se débrouiller pour partir dans l'autre sens. Je veux dire qu'on leur a donné la possibilité. Quand vous avez une ouverture, c'est-à-dire une possibilité dans votre programmation de changer, c'est marqué, c'est évident et c'est faisable. Je dirais que les deux... il y a un petit laps de temps qui est un petit peu difficile, mais ensuite, tout coule. Par contre, si vous refusez de le faire, on vous le fera faire quand même. Et mettez-vous à la place un petit peu des contacts ou des individus qui veulent modifier les choses, qui veulent vous faire modifier les choses. Ils vous donnent de l'information, et puis ils voient que l'information, elle n'est pas traitée. Bon, ils vous en donnent une autre information beaucoup plus forte, beaucoup plus désagréable, beaucoup plus agressive, et ils voient que ce n'est pas traité. Donc, on monte en puissance jusqu'au moment où ça sera traité. Si, par exemple, pour vous faire changer d'endroit, il faut vous hospitaliser, eh bien, on vous fera hospitaliser. Pensez que ces individus n'ont absolument aucune émotion vis-à-vis de vous. Donc, à partir de là, il n'y aura que l'objectif qui comptera. D'accord, mais alors du coup, on se sent raconté comme ça, ça fait, on a l'impression d'être sous le joug de quelqu'un, un petit peu quelque chose d'un petit peu invasif, quelque chose qui nous contrôlerait, comme si notre vie pouvait appartenir à ces fameux contacts, ce fameux double qui est censé pourtant être qu'une extrapolation de notre conscience, un petit peu à son étape ultime d'existence. En gros.
Doit-on se soumettre à ça? Enfin, la façon dont on parle, des fois, on a envie de dire: «Ah bah, dis donc, si c'est ça le projet d'évolution, c'est-à-dire qu'en gros, notre conscience un petit peu supérieure qui fait partie de nous et qui nous permet de vivre sur Terre, a entièrement la main mise sur nous et décide de nous casser les burnes jusqu'à ce que, on vive ce qu'elle a envie qu'on vive». Enfin, ça paraît un petit peu pénible raconter comme ça, tu vois? Donc est-ce que Disons que le contact, c'est pas, est là pour nous faire évoluer. Il n'est pas là pour nous faire plaisir. Il n'est pas là pour nous écraser, mais on ne peut évoluer que dans la mobilisation, dans le mouvement. On ne va pas évoluer en restant assis sur son cul, en train de faire des hommes ou de penser à l'absence de pensée. Ça ne servira à rien. On est là pour vivre, on n'est pas là pour jouer aux morts vivants, quoi. Donc, ils sont là pour pousser notre conscience à se développer. C'est tout. C'est uniquement l'objectif. Il n'est pas là pour nous casser le cul. Il est là uniquement pour nous faire nous développer. Par contre, si on reste dans notre petite chose et qu'on ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas évoluer, alors qu'on avait donné, avant de venir sur la planète, un programme qui a été contresigné par nous pour pouvoir arriver à un point particulier et qu'on refuse de le faire, il faut dire qu'on n'est pas absolument dépendant de nous-mêmes, mais on est dépendant de l'environnement. On est dépendant des gens avec qui on a signé quelque part. On est dépendant des programmes que l'on a signés quelque part. On n'est pas seul, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Essayez de faire ce que vous voulez, ce ne sera pas votre double qui vous en empêchera. Votre double ne vous empêchera ou ne viendra à votre rencontre que si vous ne voyez pas l'évolution qu'il faut prendre. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une obsession au niveau sexuel, vous avez le désir de vouloir sauter les filles de la planète, il va vous montrer qu'il faut s'arrêter, il faut ralentir. Et si vous ne comprenez pas qu'il faut ralentir, il va vous envoyer péter sur la moto et vous casser les couilles. En gros, c'est ça. C'est uniquement dans ce mouvement-là. Et ce n'est pas un mouvement émotif, ce n'est pas un mouvement pour vous emmerder, c'est uniquement un mouvement pour que vous soyez en contact avec la réalité des choses. Et que vous vous disiez, une fois que vous êtes dans votre lit, c'est vrai que j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié d'aller appeler mes parents ou de voir mes voisins, j'ai pas nourri le chien, j'ai pas... Il y a tout un tas de choses qui vont vous revenir en tête et qui vont en fait être tout ce que vous avez mis de côté pour nourrir votre pulsion. Et il faut qu'il casse les pulsions avant de devoir vous faire évoluer. C'est-à-dire il est obligé de vous réparer avant de vous faire évoluer. D'accord, mais le mec, ça lui fait plaisir en fait dans l'absolu de vivre ses pulsions, tu vois. Quelque part, il a envie de se détacher de ce programme. Donc toi, t'expliques en gros, on mérite cette vie sur Terre parce que quand on est encore à l'état d'âme et qu'on choisit entre guillemets, donc notre âme en fait choisirait une vie entre guillemets, comme on choisit un personnage ou une classe dans un jeu vidéo. C'est en gros, bah tiens, là j'ai envie de vivre cette aventure-là, je veux que ce soit ça mon programme d'évolution. Une fois sur Terre, il faut respecter en fait cet engagement. C'est ça que tu essaies de nous dire parce que sinon n'importe qui pourrait se laisser aller à ses pulsions. Mais bon, souvent on ne connaît pas l'engagement. Le problème, c'est que, comme je disais à Richard tout à l'heure, la planète, c'est un lieu psychiatrique. Tous les gens ont un problème psychiatrique. Tous les gens ont un problème psychiatrique plus ou moins profond, je dirais. Mais regardez-les. Vous avez des névroses, vous avez des pulsions, vous avez des angoisses qui font que le comportement de survie est devenu primordial. Donc, c'est essayer d'arnaquer les autres, essayer de ne pas se faire arnaquer, c'est d'être agressif. On a tous un problème psychiatrique. Et si vous le regardez bien, si vous étudiez bien, vous allez le trouver, votre problème psychiatrique. Je prends n'importe qui, je prends n'importe qui et je lui montrerai exactement quel est son problème. D'accord. Alors du coup, bah, ça fait venir encore des choses, tout ça. Enfin, j'ai envie de te dire, moi, si effectivement, il y a un programme à respecter, des choses, entre guillemets, pour notre évolution,
pourquoi c'est si opaque, pourquoi on arrive sur Terre comme ça avec aucune idée, et tu l'as dit toi-même effectivement, de ce qu'on doit faire, de pourquoi on est là. C'est pour ça qu'autant de gens aujourd'hui courent après quel est mon chemin de vie, faire les ikigai au Japon, ils appellent ça je crois, enfin un peu partout, chacun cherche justement son chemin de vie, j'ai l'impression, souvent à travers de petits protocoles spirituels, etc. Sans vouloir être péjoratif, hein, c'est pas la question, mais pourquoi on nous laisse sans rien comme ça? Donc apparemment ça serait le but, je te dirais là pour m'auto. On ne laisse pas sans rien. Si vous regardez bien, le problème qu'il y a, c'est que vous étudiez pas en tant que malade, vous étudiez en tant que plaisir. Alors, automatiquement, vous vivez entre le plaisir et la crainte, c'est tout. L'individu vit entre le plaisir et la crainte, il ne vit pas dans la libération. Ouais, c'est vrai, c'est on le ressent. Donc, pour vivre dans la libération, il faut vivre dans la conscience. Il faut arrêter d'être dépendant de soi. Je vois ce que dit Xavier, c'est qu'effectivement, il y a de la recherche en fait. Et c'est vrai qu'en gros, à un moment donné, tu arrêtes de chercher, ce qui est toujours facile à dire comme ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu arrêtes de rechercher. Et ensuite, tu t'occupes plus que de voir les ouvertures. Mais effectivement, ça a été dur à un moment donné de passer de la recherche à vas-y, je laisse tomber, je n'ai rien à cirer du contact, j'en veux même pas, foutez-moi ça au feu un peu, tu vois, c'était ça. À un moment donné, j'ai eu un revirement. Et à partir de là, je me suis laissé couler, mais pas évidemment par passivité, mais par je lâche au moins, le fameux lâcher prise. Et on rigole là-dessus, mais voilà, c'est ça, mais le fameux lâcher prise. Mais lâcher prise sur des stress que je m'auto-crée avec cette recherche. Et puis en fait, après, tu laisses couler. Et là, du coup, comme tu sais, comme vous savez, là, pour l'histoire de travail et tout ça, les trucs se sont ouverts. Quand tu vois les ouvertures, tu t'y engouffres. Et puis bon, comme pareil, même là, ça me fait toujours marrer de parler que le contact, il me fait ci, il me fait ça. Mais en gros, comme pour enchaîner avec ce qu'on dit depuis cet après-midi avec Jean-Luc, mais le contact connaît déjà l'énergie que je suis capable de fournir quand je suis mis dans une situation. Et effectivement, on m'a donné un travail à l'aéroport à un moment donné, qui m'a permis, parce que sociable de base, et puis j'aime bien toujours un peu découvrir ce qui se passe autour de moi, comment les gens travaillent. Les autres personnes proches de moi sur le lieu de travail me donnent une ouverture pour aller croiser une autre personne, pour être ensuite dans le boulot que je fais en ce moment, etc. Donc en fait, il faut stopper la recherche et se laisser couler, mais en voyant les ouvertures. Pour moi, ça se résume à ça, tout en étant clair d'esprit, évidemment. Ah, mais parce que tu as déjà une petite ouverture d'esprit. Imagine les gens qui. Enfin, on parle tout à l'heure justement des gens qui ne perçoivent pas, et le peu de conscience aujourd'hui des gens de leur chemin de vie, de leur but entre guillemets dans la vie. Hein, tout le monde revient un petit peu vers ça. Enfin, je trouve ça un petit peu, petit peu amusant de dire que ce qu'on a depuis tout à l'heure, ce qu'on appelle et ce que vous appelez le contact, hein, qui est un petit peu notre double énergétique, notre conscience à l'état pur, on va dire, c'est si bien ce qui est bien pour nous et pour qu'on évolue. Je veux dire, pourquoi c'est aussi laborieux, pourquoi il y a des gens qui en sont conscients, pourquoi il y en a qui le sont pas, et surtout depuis tout à l'heure, on dit un truc tout bête, c'est qu'effectivement, on nous laisse un petit peu avec peu d'indices, peu d'informations, tout comme qu'on ferait avec un enfant. On veut qu'il trouve la réponse tout seul. Effectivement, lui donner la réponse, ça le rend pas plus intelligent. Il peut juste marquer la réponse sur le cahier. Ok, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a d'autres personnes, comme on va parler de Jean-Luc, hein, qui est notre invité aujourd'hui, qui est donc serait à un haut niveau de fusion et donc de rapprochement du contact, hein, de sa conscience pure. Voilà, pourquoi dans ce cas-là certaines personnes y ont accès, et pourquoi on leur laisse nous donner l'information dans ce cas-là, si on est censé galérer et si on est censé entre guillemets trouver les réponses. Voilà, qu'est-ce qui fait d'ailleurs que ce soir on puisse comme ça apporter autant d'informations à autant de personnes, si le but c'est qu'on sache rien et qu'on trouve les indices par nous-mêmes, un peu comme chercher les œufs de Pâques dans le jardin. Enfin bon, je trouve le programme un peu opaque en fait. Hein. Ouais, mais je vais t'éclaircir le programme dans le sens où pour répondre à Richard, c'est pas ton contact qui t'amène dans ton programme. Okay. Donc, qu'il y ait un contact ou qu'il n'y ait pas de contact, tu iras quand même dans ton programme. Ce qu'il y a d'important, comme le disait Richard, c'est que tu balances le contact au panier. Lui, il n'en aura rien à foutre, mais pour toi, ça te libérera. Et à la rigueur, même il faudrait le balancer au panier et simplement s'en servir pour avoir de l'information. Pour avoir de l'information, pour savoir qu'est-ce que c'est qui va être le mieux pour toi. Voilà. Il faut s'en servir dans ce sens-là. Pas tellement s'en servir pour avoir du pouvoir ou avoir de
guérir nos insécurités. On n'est pas là pour guérir nos insécurités. C'est un plan qui est important à savoir. Donc, si vous voulez être libéré, il ne faut pas être sous le joug du contact, comme tu disais, mais il faut s'en servir. C'est un moyen. C'est un outil. Et cet outil qui nous façonne, ça c'est notre problème, c'est son problème à lui. Le fait que les choses sont opaques, elles sont opaques parce qu'on ne les voit pas. Sinon, vous avez des décodages, vous avez des informations en permanence autour de vous qui vous montrent exactement ce que vous allez subir, ce que vous allez vivre. Vous avez des formes de quotas qui sont présentes, vous avez tout un tas d'indices autour de vous, mais vous ne les voyez pas parce que ça ne vous a jamais été appris ou ça ne vous a jamais été enseigné, disons, au point de vue énergétique, où on ne vous a jamais parlé de ce que ça pouvait amener ou de ce que ça pouvait signifier. Ensuite, le fait d'avoir ces formes d'information font qu'on peut, sans y croire non plus, parce que le seul problème, c'est que la majorité des gens, une fois qu'ils ont ces décodages, une fois qu'ils ont ces indices, ces signes deviennent de la superstition ou de la croyance, et ça aussi, c'est complètement toxique. C'est simplement de l'information du futur vis-à-vis de votre programme. Donc, il faut simplement regarder ces informations qui viennent du futur, les appliquer dans votre état de conscience et à partir de votre état de conscience, savoir par où vous allez passer. On peut rester dans le général un tout petit peu. La maladie, et là c'était un truc qu'on avait pu discuter, même je crois que c'est des phrases qui me résonnent de toi, Xavier, parce que on apprend... à droite et à gauche, tiens, la mère d'un tel a un cancer, ou tiens, même ma mère, ou ceci, cela. Donc en gros, la phrase en mode, je vais pas dire comique, mais pour faire vite, tout le monde a le cancer. Et du coup, est-ce que c'est une fatalité semi-acceptée? Enfin, j'ai l'impression qu'on en est là, finalement, je crois que c'est ça qu'on a comme vibe quand on est en train d'en parler des fois. Donc j'ai mis, hormis le fait que l'alimentation, tout ce qui est comment on appelle ça, les OGM et compagnie, donc les gens vont tout de suite le mettre là-dessus. Je pense que ça doit être certainement réel à un certain point. Qu'est-ce qu'il y a quand même qui est caché derrière ce voile? Subit-on une désinformation? L'homme a toujours été malade. C'est la façon dont on se soigne qui n'est pas adaptée. L'homme peut sortir de sa maladie à n'importe quel moment. Mais le problème, c'est qu'il va y retomber à cause des mêmes défauts. Et on retombe toujours sur la même chose. C'est que tant qu'il n'aura pas résolu son problème, il va s'acheminer jusqu'à la mort au travers de sa maladie, parce qu'il n'aura pas résolu son problème. Les gens qui résolvent leurs problèmes résolvent aussi amènent des solutions à leur maladie. Des gens qui ont des scléroses en plaques, des gens qui ont des problèmes immunitaires ont résolu leurs problèmes avec les traitements du froid. Ceux qui ont des problèmes des problèmes d'immunité et de maladies infectieuses vont résoudre les problèmes avec les techniques Wim-Hof de froid et ça leur permettra de rester en santé. D'autres vont résoudre leurs problèmes avec les phénomènes respiratoires. D'autres il y a tellement de techniques qui nous sont données et qu'on n'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'on ne croit qu'à la nôtre. Par exemple, on ne croit qu'à l'allopathie pour certains, dans la chimiothérapie pour d'autres, la crainte de mourir pour les uns, la peur que ça ne marche pas ou de perdre son argent qui a été durement accumulé, etc. etc. Toutes ces aberrations qui sont que la maladie vous montre la réalité de la chose et le fait que c'est votre vie qui est le plus important. Parce que sans votre vie, vous ne pourrez rien faire du tout. Il faut que parfois, ça en vienne jusque-là. Il y a de nombreuses personnes qui
guérissent. Il y a de nombreuses personnes qui guérissent de leur cancer, qui guérissent de leur lymphome, qui guérissent de leur pathologie immunitaire. Et puis, il y en a d'autres qui meurent. Il y a toujours eu des gens qui sont morts de maladie, d'autres qui sont morts d'accidents. Et il faut bien que les gens meurent et que les autres les remplacent. Nous sommes dans des corps qui sont obsolètes, ou disons une obsolescence programmée, et qui fait qu'à partir de moment, il y a des signaux génétiques qui vont faire que ça s'arrête. Si vous ne voulez pas les arrêter, si on trouve les moyens de faire continuer in aeternam la vie, il y aura un autre moyen pour que votre âme sorte de votre corps et que votre corps reste vide pour être remplacé par quelqu'un. Et ça sera une forme d'immortalité, si vous voulez, mais il y aura simplement une occupation par différentes âmes, comme ça se passe dans les personnalités multiples. D'accord, mais du coup, là, ça se verrait, parce que justement, là, ça allait me faire rebondir sur quelque chose. C'est, tu parlais justement de la mort au sens large. Pourquoi est-ce qu'elle doit être mise en scène à chaque fois, comme un accident de voiture, un machin? Je veux dire, si quelqu'un est arrivé en bout de programme, que sa mort est nécessaire au programme des gens autour de sa famille, par exemple, dans son environnement, ça va permettre d'évoluer d'autres personnes. Pourquoi cette mort doit être comme ça, toujours un petit peu, soit théâtrale, soit effectivement, je sais pas comment trop l'expliquer, mais en gros, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas subite, tu vois? Une mort toute simple, est-ce que c'est pour pas laisser de preuves justement que l'existence... Il y a des gens qui meurent dans leur lit tranquillement, hein. Mais disons que, imaginez qu'on vous fasse descendre pour 40 ans sur Terre et que vous résolviez votre problème ou pas au bout de 40 ans. Donc vous avez un corps qui est en pleine santé et il faut qu'on vous fasse sortir à tout prix. Donc, si on vous remplace par quelqu'un d'autre dans la même famille, ça va créer un autre état vibratoire dans la famille, parce que vous n'aurez pas du tout le même, ce serait pas du tout le même individu. Regardez ce qui se passe quand vous avez des personnes âgées et que vous avez quelqu'un qui change brutalement de personnalité, qui n'aime plus ses petits-enfants, qui n'aime plus sa famille et qui vit très bien dans la maison de retraite avec d'autres personnes. Ce sont des gens qui ont eu un changement d'âme, c'est-à-dire que leur âme devait rester sur Terre 75 ans et au bout de 75 ans, on les a retirés et on a mis d'autres âmes qui sont là pour maintenir le corps jusqu'à ce qu'il meure. Et généralement, 2 ans ou 3 ans après, vous avez un arrêt cardiaque, vous avez une pathologie particulière qui fait que l'individu s'arrête. Ce sont des âmes qui sont spécifiques à ça. Et ça, c'est pas su pourquoi, parce qu'on ne s'est jamais penché là-dessus. Un de ces quatre, avec l'IADEC, on le saura un petit peu mieux. On saura exactement qu'il y a des âmes qui sont là pour faire tenir des corps, qu'il y a des âmes qui sont là pour faire attendre, d'autres qui sont là pour aider à supporter notre souffrance, etc. Bon, moi, j'en ai rencontré pas mal, donc je peux en parler, mais si vous ne les avez pas vus, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc, il y a deux, je retiens là dans ce qu'on disait, enfin du moins ça m'a déclenché ça, il y aurait 2 manières de partir là de la matière. Alors au départ on pense à tout ce qui est fusionné, tout ça, toutes ces affaires-là, quitter l'espace-temps et tout ce qu'on veut. Et puis là tu disais une fois comme dans Lucie d'ailleurs, ça me fait penser tout ce qu'on est en train de dire. Lucie, ça me fait penser. Désolé, je veux pas t'interrompre. Non, vas-y. Le film de Besson m'avait beaucoup intéressé. Alors désolé, on va spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, hein, mais bon, de toute façon, on est là pour discuter du fond des choses. Lucie m'avait beaucoup interpellé pour ça. Donc, je sais pas si tu as oublié le pitch, Richard. C'est effectivement donc l'héroïne qui prend des pilules un petit peu par inadvertance, qui donc en fait accélère, on va dire, un petit peu l'évolution. C'est-à-dire, ça rend un petit peu plus intelligent, un petit peu plus vif. Ça augmente un petit peu tout le potentiel humain. Et en fait, le concept du film, c'est quoi? C'est que donc Scarlett Johansson, je me souviens plus de son nom dans le film.
Lucie, peut-être je suis idiot, Lucie. c'est qu'elle se retrouve à prendre une quantité tellement forte, effectivement, qu'elle se retrouve dans une courbe exponentielle en fait, d'évolution, où en une seule vie terrestre, en gros, elle se retrouve à passer par vraiment toutes les étapes d'évolution, de notre état de vie actuel jusqu'aux états voulus, hypothétiques, et dont on peut parler dans les livres éventuellement. Et en fait, elle arrive à un tel niveau d'évolution qu'en fait, son corps physique disparaît, littéralement. Ouais. Tu vois ? C'est-à-dire qu'elle a tellement accumulé toute la connaissance, toutes les expériences de vie en une seule vie terrestre, entre guillemets, en quelques années. Je crois même que le film se passe en quelques mois. Que du coup, littéralement, l'étape ultime, c'est la fin de la vie physique sur Terre, quoi. Donc certains n'ont pas compris ça, certains ont crié un petit peu au film pourri, n'importe quoi, la fin elle disparaît, machin. Mais en fait, ça rejoint ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'une fois que le chemin d'évolution est terminé, qu'elle n'a plus rien à apprendre, parce que c'est ça en fait la fin du film, c'est tout, elle est arrivée à une espèce de stade ultime de l'évolution sur Terre, n'a plus besoin de vivre de vie physique, donc plus d'épreuves, plus de résistance, plus rien du tout, quoi. Bon, voilà, je voulais juste ouvrir cette parenthèse parce que je me dis que Besson a peut-être été plus visionnaire qu'autre chose sur ce film, là où beaucoup l'ont critiqué. On pourra en reparler du transhumanisme sur la fin. Là, j'avais noté une question, mais du coup, je m'étais, du coup, on peut s'amuser à voir cette opposition de ce type de mort avec ce qu'on a pu entendre en conférence. Une fois que tu n'as plus rien à foutre ici parce que tu as percuté ce qu'il y avait à percuter, tu t'en vas. Et là, c'était plutôt en termes de déplacement sur une autre sphère, etc., ou d'autres univers locaux éventuellement. Et du coup, je le mettais en opposition par rapport à ce que disait il y a quelques minutes Jean-Luc sur des gens qui ont un accident là, de voiture ou peu importe, ils partent quand, peut-être tu me rappelleras Xavier ou Jean-Luc, ils partent quand ils ont réglé quelque chose de leur âme, là. Comme on parlait de psychiatrie, qu'on était en psychiatrie ici. Donc... alors que ces personnes-là, par exemple, on les imaginait pas spécialement, on va pas dire le terme fusionné, mais forcément au maximum éveillé. Donc en gros, c'est un autre type de mort, ça. Jean-Luc, c'est quelque chose qui est plutôt en rapport avec de la réincarnation, mais on se dit, les gens partent quand ils ont compris un truc, comme je disais dans l'autre. Les gens partent quand leur programmation est terminée. Bon, d'accord, ça c'est fait. Oui, parce qu'après, une programmation peut être liée juste à une épreuve de vie, c'est-à-dire cette vie-là, en tant que, je sais pas, Jean-François, le maçon de 42 ans avec ses 2 enfants, il doit vivre telle épreuve-là, mais son âme, au sens large, a peut-être plus de choses que ça à vivre, mais que la prochaine étape pour apprendre une prochaine chose doit être, je sais pas, José au Mexique, qui, pour le coup, lui, est chef d'entreprise et a d'autres choses à apprendre. Donc, c'est pas son âme, en fait, qui a fini sa programmation, c'est le programme terrestre de cette vie-là. C'est son programme terrestre de toute son expérience. Ok, ouais, ok. Ok, mais alors du coup, encore une fois... Il y a plusieurs expériences, mais bon, là, c'est absolument ça. Imaginez que son âme, elle ait besoin de vivre ça en tant qu'homme. Il faut qu'après, il devienne une femme pour vivre autre chose, pour vivre ne serait-ce que le karma de la femme battue et de voir les deux aspects de la chose. Il va être obligé d'être une femme, il ne pourra pas vivre les deux choses dans la même vie, quoi. Ah, bien évidemment. D'accord, ouais, donc ça éclaircit pas mal de choses. Mais qu'est-ce que je voulais dire en parlant de ça? Voilà, les questions qui fusent et qui partent en même temps. Non, là, du coup, plutôt je rebondissais. Donc, pourquoi il doit partir de cette façon-là? Comme je disais, pourquoi un accident de voiture, s'il a fini son truc, pourquoi hop, le corps ne disparaît pas, tu vois? Est-ce que c'est pour ne pas laisser d'indices de l'existence de programmes, de forces occultes qui gèrent? Il faut que personne ne vienne le posséder, en gros. Parce que quand on voit dans les personnalités multiples, c'est-à-dire une thèse que j'ai effectuée il y a en 95, donc ça date pas d'aujourd'hui, et où vous avez des âmes qui, du vivant de l'individu, le poussent à l'extérieur et s'y mettent à la place, et vivent très bien pendant un an et demi, en possédant ce corps, et s'en vont et remettent l'autre âme auparavant, qui était haute, à la place. Et si on laisse des corps en parfaite santé, il va y avoir n'importe qui va pouvoir s'y mettre dedans. D'accord, mais alors si le programme de l'invisible, on va dire ça, des énergies pures, des contacts, on a plein de noms, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'approcher un petit peu toute cette sphère d'existence qui nous dépasse pour l'instant en tout cas. Donc si tout cela est si costaud, pourquoi il y a encore des erreurs de ce type-là? J'ai envie de dire, on va parler tout à l'heure, tu parlais justement de vivre sa vie de femme, etc. Pourquoi il y a encore des âmes de femmes qui s'incarnent dans des corps d'hommes et tout? Comment ça se fait qu'il y a des foirages entre guillemets si la création divine, comme l'appellent certaines? Des foirages, mais il faut parfois que les gens soient un peu plus fragiles. Si vous êtes un gros têtu, quelqu'un d'assez bourru, je vais dire,
si on doit vous apprendre la sensibilité et la fragilité, on va mettre votre âme dans une gamine de 18 ans, toute fluette de 60 kilos, et vous allez voir que la sensibilité, vous allez l'apprendre, notamment quand vous allez vous retrouver au milieu de gars qui vont vous bousculer ou qui vont vous draguer ou qui vont aller plus loin. C'est une forme d'apprendre des choses. Il y a des choses à apprendre, il y a des techniques. Moi, je brosse un tableau assez lourd pour qu'on puisse le comprendre, on puisse le voir, mais il faut parfois en venir à des extrêmes pour que les gens comprennent, pour que les gens se plient, pour que l'âme devienne plus souple, parce que sinon, c'est comme faire parler des cailloux, quoi. D'accord, donc nos âmes ne sont pas si... Parce qu'on voit beaucoup dans le New Age, la spiritualité, les gens veulent se reconnecter à notre âme, vraiment l'âme pure, l'information pure qui vient de nous-mêmes. Et en fait, au final, quand on écoute tout ça, c'est-à-dire que les âmes sont quand même, ont une forme, ont une couleur. Il peut y avoir des gens pénibles, des âmes qui comprennent pas les choses, ou en tout cas plus ou moins vite que d'autres. C'est un peu comme une classe, quoi. Il y a comme des mauvais élèves, des bons élèves. Il n'y a pas de bons élèves ni de mauvais élèves en tant qu'âme. Il y a des âmes qui sont souples, des âmes qui ne le sont pas. Il y a des âmes qui sont perméables et des âmes qui ne le sont pas. Il y a des âmes qui ont une vibration et d'autres qui ont une autre vibration. Donc il faut arriver à faire percuter certaines âmes dans une vibration ou dans une autre, dans une sensibilité ou dans une autre. Et il faut amener à former des joueurs au niveau de la palette de la vie, c'est-à-dire à pouvoir faire une musique de vie qui soit harmonieuse plutôt que de jouer sur du tambour, quoi. Ok, non, mais du coup, je me posais une petite question toute bête là, à la suite de tout ça. Est-ce que, donc là, Richard me disait cet après-midi, là, on discutait en préambule de l'émission, donc on est à quoi 7,7 milliards sur Terre 7,7, ouais. Voilà, donc effectivement, bon, déjà, le chiffre de base peut paraître un petit peu mirobolant à notre échelle, petite échelle d'être humain, hein, effectivement, qui n'est perçue que par nous, mais également de notre point de vue quotidien, je dirais, quand on observe les gens autour de nous, on se dit, ah putain, il y en a quand même, n'ont pas l'impression d'avancer autant que ce qu'il faudrait, ou qui ont plus de mal. Donc du coup, je me demandais, ma question c'est celle-là, c'est est-ce qu'il y a des êtres humains sur Terre, je parle vraiment physiquement, hein, corps physique, qui n'ont pas d'âme en fait, qui ne sont pas incarnés, qui sont là juste pour la décoration. Hein, dans les jeux vidéo, on sait très bien, on fait souvent la différenciation entre les PNJ, donc les personnages non joueurs, c'est-à-dire qui sont là littéralement pour aiguiller, pour apporter juste un petit peu de contexte, mais ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas de rôle précis quoi, hein, face à d'autres personnages effectivement qui eux sont là pour interagir avec l'évolution du joueur lui-même. Hein. Je fais souvent le parallèle avec le jeu vidéo parce qu'effectivement au fond c'est quoi ? C'est l'être humain qui essaie de reproduire une matrice où les choses évoluent à l'intérieur et fonctionnent à l'intérieur. Donc bon voilà, vous m'excuserez ce parallèle que je ferai assez souvent je pense dans l'émission. Mais voilà, ma question était celle-là, est-ce qu'il y a parmi ces 7,7 milliards d'êtres humains des êtres humains qui n'ont pas d'âme ? Ou est-ce que tous les humains sont incarnés et sont là pour vivre un programme ? Il y a des êtres qui ont une âme, 2 âmes, 3 âmes, 8 âmes ou une vingtaine d'âmes dans le corps. Il y a des êtres qui n'ont pas d'âme, vous en connaissez, vous avez des comateux qui n'ont pas d'âme, vous avez des gens qui ont des difficultés à connecter de l'âme ou à générer de l'âme comme les autistes, vous avez des gens qui ont des âmes fracturées comme les schizophrènes, vous avez tellement de formes où les schizophrènes par exemple prennent une âme extérieure et intérieure, ils se retrouvent avec 2 âmes différentes, vous avez des gens qui sont plus ou moins habités par autre chose qu'une âme humaine, vous avez tellement de formes et de configurations quoi. Et de configuration que ça en est plutôt cocasse. Et c'est pas gênant parce que vous avez des animaux qui n'ont pas d'âme, du moins d'âme humaine, d'autres qui sont retrouvés avec une âme humaine, d'autres qui sont retrouvés avec une âme collective. Vous avez tellement de choses que c'est immense, quoi.
Les âmes côté vivant ou côté mort, c'est du même acabit. Il y a pareil, il y a de la fracture chez eux. Ah, je dis chez eux de l'autre côté, Il y a quoi. davantage d'énergie C'est- chez les uns que chez les autres. Il y a pardon, davantage d'énergie. Ouais. Une âme morte garde une forme vibratoire. Et donc, son environnement est à la mesure de sa vibration. C'est elle qui crée son environnement. Ok. Donc là, tu parles avant la vie, avant l'arrivée sur Terre. Oui, je parle d'une âme qui est enfin, Immatériel, quoi. par rapport à une âme vivante, parce que sinon on va se perdre dans la caractérisation de l'âme. Quand l'âme va dans un corps, il faut qu'elle active pratiquement 7 corps, que ce soit le corps émotionnel, le corps mental, le corps électrique, le corps astral, tous ces corps-là, il faut qu'elle les active à sa vibration. Et en même temps, les corps activent et maintiennent l'âme dans un sens de protection. Et pour permettre à une âme de mourir, il faut que ces corps la lâchent. Donc il faut que le corps mental, il peut se lâcher un petit peu plus tard. Le corps astral reste le véhicule principal pour aller dans les plans astraux. Le corps vital, elle en a plus besoin. Et justement, c'est le premier qui va disparaître. Le corps électromagnétique, c'est celui qui va la détacher du corps physique. Le corps physique, c'est lui qui va disparaître aussi. Le corps électrique, pareil. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a comme autre corps, mais tous ces corps vont faire en sorte qu'ils lâchent chacun à leur tour leur vibration de façon à laisser partir l'âme qui les a créés. Vas-y, je savais pas que l'âme avait créé ses corps. Je sais que j'avais retenu que tu disais que c'était l'âme qui décidait de la mort du corps. C'est qui les a créés, sauf disons qu'elle elle a reconnu son corps physique grâce à la génétique qui est le plus près de son état vibratoire, ce qui lui permet de rentrer directement et plus facilement dans le corps. Mais un frère jumeau pourra rentrer aussi facilement si lui n'a pas son corps dans ce corps qui a été créé. Et ça en fera une double personnalité, par exemple. C'est-à-dire qu'alternativement, l'un ou l'autre pourra rentrer et peut-être se battre et rentrer en conflit l'un avec l'autre pendant toute leur vie. On peut dire que c'est la création de ces corps, donc c'est dans le laboratoire astral que ça se fabrique. Enfin, c'est une création, ça, du coup, du plan astral, le fait de créer des corps dans lesquels finalement on va s'y engoncer. Disons que quand on crée un corps physique, ça se crée dans la matière. Dans la matière, oui. Et chaque élément de matière envoie des ondes électromagnétiques, et l'ensemble envoie une onde électromagnétique qui correspond à l'âme qui va rentrer, à l'électromagnétisme de l'âme. Et ces deux corps électromagnétiques vont pouvoir fusionner l'un avec l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Et après, vous développez ce que vous avez besoin de développer. Votre mental, votre corps astral vient avec l'âme. Chacun a sa petite construction qui se finalise. Et dès que l'âme rentre dans le corps, il y a un changement vibratoire qui s'effectue et le corps vital vient dynamiser tout ça et vous êtes vivant. On parlait que, donc, je me répète juste un coup, que c'était l'âme qui faisait mourir le corps. Et moi, je m'étais amusé à un moment donné à voir, quand je m'amusais un peu à faire des dessins, des schémas, parce que j'ai besoin un peu de visuel, à faire chaque corps. Donc, quand t'en parlais de 7 ou je sais plus, quelque chose comme ça, en tout cas magnétique, vital, énergétique, etc. Je m'amusais à les voir comme des hula hoop, tu sais, des cerceaux. Et comme on cherche notre centricité pour être well balanced, comme on dit, quoi. On cherche à ce que tous ces cerceaux soient finalement alignés, quoi, avec un jeu de mouvement de corps, on va dire, hop, tout devient aligné. Est-ce que si par exemple tout est aligné,
c'est du genre, comme on pourrait dire, la fin de la maladie, l'éternité ou les choses comme ça. Les gens cherchent tout le temps à dépasser la mort. Là, est-ce que donc, Non, vous êtes en équilibre, vous êtes... Ouais, en équilibre tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de Vous maladies et de cancers et de choses comme ça. suivez votre programme. Hein. Vous n'avez absolument pas besoin d'être malade. Bah tiens, en parlant de ça, justement de maladie, du coup, c'est quoi le programme, c'est quoi le projet d'enfants qui peuvent naître là, encore eu le cas récemment autour de moi, d'enfants qui naissent avec de très sérieuses difficultés donc cognitives, physiques, donc qui sont amenés à vivre quand même assez peu de choses, on va dire, dans la vie matérielle, qui jusqu'à 40-45 ans seront encore très en difficulté pour bouger, pour parler, pour se nourrir, pour vivre. Quoi. Ouais, c'est pourquoi on laisse faire ça, entre guillemets, hein. Quand je dis on, c'est encore une fois les forces éventuellement qui peuvent régir l'existence humaine à l'heure actuelle. C'est ce que ces personnes-là peuvent évoluer, peuvent apprendre des choses ou ne sont là que pour servir l'évolution de quelqu'un d'autre, comme des parents par exemple, éventuellement, qui ont des choses à vivre. Il fait son évolution quoi qu'il arrive. C'est une autre vitesse, quoi. Lui va faire son évolution, chacun va faire son évolution. Il n'y a rien qui sert à rien. D'accord, oui, c'est que subjectif. C'est nous, on se dit qu'ils évoluent pas, mais en fait, ils vivent leur chose à la rigueur. Ouais. C'est ça, avec une autre vitesse, quoi. Avec une autre vitesse. Les animaux évoluent, tout évolue sur la planète. La planète évolue. Moi, ce que je trouve fou toujours, c'est qu'effectivement, depuis toutes ces années, on discute un peu de tout ça, en reprenant un peu ce que Xavier disait, qu'un événement sert à tout l'environnement. Et ça, c'est intriqué avec une autre famille qui a un autre événement, c'est intriqué avec autre chose. Moi, ce qui est incroyable, c'est qu'on parlait de 7 milliards, un peu plus de terriens, avec chacun théoriquement des âmes, hein, grosso modo, majoritairement des âmes. Et donc, qui dit âme dit programme. Hein, je pense que l'un va pas sans l'autre, hein, Jean-Luc. Hein. Âme, c'est programme. Programme, âme, c'est la même chose ou c'est l'un dans l'autre? C'est un qui suit l'autre. D'accord, ok. L'âme suit le programme. L'âme suit le programme, d'accord. Et donc là, c'est une question qui va tout de suite très très haut, quoi. Mais qu'est-ce qui... Enfin, je m'imagine si j'étais à la gestion de ça. Alors évidemment, ça nous dépasse, donc ça ne sert à rien de se poser presque la question. Mais c'est vrai que tu te dis, il y a des organisations et que, comme je dis tout le temps, en fait, quand on ne comprend pas un truc, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce point de compréhension. Comme on disait, les mystères, en fait, ça n'existe pas. C'est juste qu'on augmente notre taux vibratoire pour en arriver jusqu'à la compréhension d'un mystère. Un mystère de comment payer ses impôts quand on est gamin, c'est un mystère. Puis quand on grandit, en fait, si, c'est ça qu'il y a à faire. Et donc, pareil pour tout ce qui est les mystères sur Terre et tout ça. Ça se comprend avec le nouveau taux vibratoire. Donc là, je vais m'éloigner un petit peu, mais pour les 7 milliards de programmes, on va dire les 6, imaginons, qui est-ce qui gère tout ça comme ça? C'est vrai que c'est cash, quoi, mais comment c'est possible quasiment, quoi? Chacun a mis en place un programme. Il y a des calculateurs de programmes, un peu comme il y a des informaticiens, et comme... Qu'est-ce que c'est qui gère les oiseaux qui volent tous ensemble? C'est exactement pareil. Vous avez des âmes qui sont comment dire, des formes de dirigeants, comment on pourrait appeler ça? J'ai pas le mot, des entités dirigeantes. Oui. Et qui dirigent les entités qui le sont un peu moins. Et vous avez toute une construction mentale qui fait que vous avez un ajusteur de pensée qui est juste en face de vous et qui vous envoie les pensées qu'il faut avoir pour suivre votre programme. Et vous suivez le programme en fonction de ces pensées. Et puis, toute l'organisation est faite pour que ça aille normalement bien dans un axe et pas dans un autre. Oui. Et parfois, ça foire, comme partout. Il y a des gens qui sont pas là où ils devraient être, et d'autres qui sont dans d'autres endroits, et il y a des erreurs. Mais ça, ce sont les aléas, sinon tout marcherait trop bien. Les ajusteurs de pensée, c'est le contact en nocturne, je crois. Hein. C'est quelque chose comme ça, ou c'est une interface, encore une fois Moi, ce que j'ai vécu en tant qu'ajusteur de pensée, c'était l'individu qui était installé sur la chaise, qui t'envoie les pensées en permanence pour justement t'amener dans un certain axe à vivre avec ce qu'on pourrait appeler
ton programme. Et en dehors de ça, tu as l'entité majeure ou mature, je ne sais pas comment on pourrait dire. Maîtresse, je crois que c'est un terme comme ça. L'entité maîtresse qui dirige toutes les autres entités qui te manipulent. Donc, il y a beaucoup d'individus. Il y a peut-être, si on a 7 milliards sur la planète, il y a 840 milliards à l'extérieur en train de vouloir rentrer dedans. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, il faut bien penser que quand vous allez pisser chez vous, vous avez 50 individus qui vous regardent pisser et qui ont envie de prendre votre place. Et comme j'ai dit une fois à Richard, pense que quand tu pleures dans ton coin, il y a des centaines de personnes qui te haïssent parce qu'elles aimeraient bien être à ta place. Ouais. On était vivants et eux, ils sont là, ils sont dans le monde des morts et ils attendent qu'une chose, c'est pouvoir avoir la place pour entrer. Ils veulent de jouer sur le terrain. Ils veulent jouer sur le terrain, ils ont fait sur le 5 banc de fautes. touche et ils sont obligés d'attendre. Mais tu dirais est-ce qu'il y a un ratio d'entités qui gravitent autour d'un humain? On peut dire 5-6 ou non, ça vraiment dépend, t'en as qui en a, je sais pas moi. C'est fonction de l'humain. Et donc l'humain, de lui-même, tu as dit, hein? Ou de l'humain? De l'humain, ouais. Donc après, j'imagine que, bon, si on a une sensibilité, ça nous permet on peut les dénombrer en voyant un peu tout le type de possession qu'on a, quoi. J'imagine. On peut les voir, on peut les percevoir, on peut les apercevoir. Quand vous avez des frissons, quand vous avez la vibration qui descend, vous avez une entité qui vient de vous traverser. De passer dans le coin, ouais. Quand vous avez, de temps en temps, vous avez une sensation de perdre un petit peu l'équilibre ou d'avoir comme un petit coup de barre ou des choses comme ça. Les odeurs fantômes, les choses comme ça aussi, c'est ça, je crois. Les odeurs fantômes aussi, ce sont des entités. Vous avez en dehors des voix, en dehors des sensations de sifflement rapide d'une oreille à l'autre, vous pouvez avoir une entité qui passe. Vous avez là, je n'ai pas en tête. Oui, mais vous avez tout ça. Après, vous pouvez les voir, vous pouvez les examiner. Si vous voulez, vous pouvez les appeler, vous pouvez regarder comment elles sont. Il y a des entités qui sont totalement différentes, il y a des entités qui sont autonomes, il y a des entités qui sont intelligentes. Il y a des entités qui sont là pour vous aider. Il y a des entités qui sont là pour faire en sorte que vous mettiez les bâtons dans les roues, quoi. Mais elles ne peuvent pas aller à l'encontre de votre programmation. Mais par contre, elles peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. amener à vous rappeler que vous êtes cassé la figure, que vous n'arriverez pas à vous relever. Combien de gens ont eu dans la tête, après être tombé ou après avoir perdu quelqu'un, une forme qui disait dans sa tête « tu ne retrouveras plus personne, tu es nul, tu as laissé partir la seule femme qu'il te fallait, tu ne retrouveras plus aucune, tu es moins que rien ». C'est pas normal, ça. C'est pas votre pensée, ça. C'est pas à vous. C'est pas vous qui vous diriez. Vous pensez qu'un enfant qui vient de laisser tomber son biberon, il va avoir dans sa tête t'es nul, t'as laissé tomber ton biberon, t'en auras plus d'autres et tout ça. Il n'a pas la notion. Donc, vous, pourquoi vous auriez la notion de ça? Pourquoi vous auriez la notion que c'est votre faute, que vous êtes nul? C'est de la manipulation astrale. Ouais. Ça, c'est de la manipulation astrale. Alors, quand vous entendez ça, vous appelez l'entité, lui dites « T'es qui, toi? Comment tu t'appelles, toi? Pourquoi tu me balances ça ?» Et vous allez voir que ça va cesser, votre histoire de diminution de power, ouais. du power qui vous diminue. Vous allez voir que ça va cesser rapidement. Mais il faut y penser à le faire. Il faut que votre ajusteur de pensée soit OK avec ça. Mais parfois, il veut simplement que vous souffriez un petit peu plus, parce que vous n'avez pas encore compris la leçon, il voit que le déclic n'est pas encore monté, donc on laisse un petit peu l'entité faire, et puis tout ça, tout ça, ça manipule. Tous ces gens manipulent. Votre contact, à la rigueur, il n'a rien à foutre de tout ça. C'est votre problème. Oui, ce que j'allais dire, pourquoi ils laissent faire, entre guillemets, si du coup ça entrave leur programme de vie. Mais ça n'entrave pas son programme à lui. Lui, il a un programme qui va travailler sur 1000 ou 2000 ans. Donc, il n'a pas la même notion de temps que nous.
C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Il y a des fois, j'ai besoin d'une information. On me pose une question dans le cadre professionnel, je pose la question et puis j'attends la réponse. Et au bout de 5 minutes ou au bout de 10, ou simplement le lendemain matin, comme j'ai fait la dernière fois à mon épouse, je lui ai donné la solution, la réponse. Il n'a pas la même notion que nous, pas la même notion de temps que nous. Donc, nous, pendant ce temps, on meuble, on fait les crétins pour faire en sorte que les autres comprennent que, on a oublié, ou que c'était pas le moment, ou que, on est occupé, on avait autre chose à faire, ou on répond pas aux questions idiotes, etc., etc. Parce qu'on n'a pas la possibilité de répondre immédiatement. Et eux, ils reçoivent la question et ils répondent immédiatement. Or, pour nous, le temps que ça arrive, et la vitesse à laquelle ils voyagent, vous faites de la médecine, de l'information quantique, vous allez vous apercevoir que c'est normal, ça a pris du temps. Nous, on ne voyage pas à la même vitesse qu'eux. Donc, automatiquement, on prend du temps. Ouais, je pensais, est-ce nécessairement ça pompe de l'énergie une entité? Enfin, c'est-à-dire que en mode cordyceps, là, tu sais, l'espèce de verre là, qui se met à l'intérieur des, je sais plus quoi, des criquets ou plutôt de type insectes, qui pompe notre énergie. C'est sûr, c'est un peu comme elle va, mais même si elle pompe de l'énergie, c'est nous qui allons finir dans un système. C'est pas elle qui va elle va vous y pousser, mais elle va pas le faire. Par exemple, quelqu'un qui va se suicider, elle va vous pousser à le faire en vous disant ouais, t'es nul, mais t'as plus que ça à faire dans ta vie, c'est te suicider parce que tu vaux pas tripette. Avec la gueule que tu as, tu auras jamais rien. Et vous amenez progressivement à vous dire après tout ouais, c'est vrai, vous direz c'est vrai, ce que j'entends c'est que c'est réel, mais vous direz jamais tiens, ce qu'on me dit c'est quelqu'un d'autre. Par contre, votre contact, avant qu'il puisse arriver à réagir vis-à-vis du moment où vous allez vous suicider, ça sera trop tard. Parce que, d'une part, souvent, ils sont trop loin. S'il n'a pas vu venir le coup, s'il n'est pas sensible aux informations que vous lui avez envoyées, s'il ne voit pas que le niveau commence à basculer, s'il n'est pas vigilant, c'est son problème. Il va se retrouver avec un mort sur les bras, avec une entité, avec une âme à réincarner et à se réoccuper. Donc, vous voyez que le double, il a sa faute, il a son problème, il a sa fonction dans le suicide, mais fondamentalement, c'est l'être humain qui va se retrouver dans une forme suicidaire parce qu'il aura écouté des entités ou des formes qui quelque part font en sorte de le laisser glisser. Et lui se sera laissé glisser parce que perdre de l'énergie, c'est toujours plus agréable que d'en dépenser et d'aller à l'encontre de ce qui est prévu et de souffrir. Alors, allons-y gaiement. C'est quoi, dans ce cas-là, le projet de ces entités? Donc, en fait, déjà, on dissocie visiblement entité et âme humaine, entre guillemets, donc toutes ces âmes qui circulent pour vivre des programmes, et ces fameuses entités qui cassent les couilles majoritairement, apparemment, puisque ça a l'air d'être le cas. Pourquoi elles font ça? Et est-ce qu'elles font partie de ce gloubi-boulga d'âmes humaines? Et quel est leur intérêt, par exemple, que tel ou tel être humain se suicide, que ça peut leur foutre? Enfin, c'est quoi leur projet de vie? Pour elles, elles n'ont pas de projet de vie, elles ont un projet de mort. Et les entités sont là pour faire en sorte qu'elles soient occupées. Donc, on leur donne un job. Elles essaient de négocier le job avec vous parce qu'elles ne peuvent pas le négocier entre elles, parce qu'elles n'ont pas les mêmes vibrations et que l'état vibratoire de chacune d'elles est différent, donc elles ont au début beaucoup de facilité parce qu'elles ont gardé la même souplesse vibratoire, mais après elles ont la difficulté à se parler entre elles, donc elles sont manipulables et elles sont dans un plan de manipulation. Ce plan de manipulation, il est là pour leur apprendre à voir comment une âme peut être
sensibiliser, comment une âme peut les amener à se mobiliser elle-même dans un sens ou dans un autre, mais pas à communiquer. D'accord, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui les régit? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur au programme humain? Est-ce que c'est une autre race de vie invisible? Qu'est-ce que c'est que c'est? Ce sont des âmes désincarnées. C'est vous, c'est moi quand on sera mort. Ah ouais, d'accord. On ira emmerder les autres. Et puis, c'est notre job. On sera dans un plan où la loi de base, c'est d'emmerder les autres. En gros, c'est de la manipulation. Et si on se trouve sur un autre plan et il y aura une autre loi qui fera que, si on n'emmerde pas les autres, on est là pour amener à se construire certaines choses, certaines formes de vie vers la progression de construction ou la progression de protection ou ces fonctions de ce qu'on aura ou ce qu'on sera tombé, quoi. Il y a un peu comme un système de grades en fait, comme à l'armée, j'ai l'impression quand je t'entends parler. Il y a les âmes tout en bas, donc les entités qui sont le plus proches de notre plan de vie, du plan vibratoire, celles qui souvent cassent les burnes apparemment. Et puis un petit peu, ça monte avec le nivellement, ça monte avec l'évolution peut-être qu'il y a eu auparavant sur Terre. Et les âmes n'ont donc pas le même rôle selon le plan dans lequel elles se trouvent en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même vibration, donc automatiquement, c'est un peu comme dans un liquide où vous avez plusieurs vous mettez de l'eau salée, vous avez plusieurs densités et densités qui font que, fonction des choses que vous allez jeter dans le verre, elles vont se placer en fonction de la densité du sel dans ce verre. Et bien, c'est exactement pareil. Par contre, tout à fait en haut, vous avez des âmes qui ne s'incarneront pas parce qu'elles n'ont pas envie de se faire chier, en gros, et qui ne s'incarneront pas parce qu'elles ont à traiter une forme de pouvoir avec des entités extérieures, extraterrestres ou autres, avec des entités beaucoup plus empreintes d'intelligence, avec d'autres entités, et elles attendront juste au dernier moment pour pouvoir s'incarner. Comme on est derrière le voile, là, tu sais, du plan des morts, là, d'une certaine manière, tu sais, le bouquin sur la communication induite, Ouais. Jean-Luc, tu sais, sur la méthode scientifique, du coup, qui s'est scientifisée depuis, finalement, en fait, quand on découvre ça, là, quand on en parle, ça fait tout récent parce qu'on l'a jamais entendu, puis finalement, ça date de l'époque de la guerre du Vietnam, là, il y avait des docteurs qui s'étaient occupés, alors j'ai plus les noms, mais qui s'étaient occupés de soulager des traumas de guerre, de gens qui étaient partis, qui étaient revenus de la guerre du Vietnam, donc en parlant avec les morts, donc que ce soit des soldats, des ennemis, même des animaux. On avait parlé ensemble que les morts, quand on décède, on a 2 mois pour se faire effacer. Donc en fait, moi la question en lisant ce livre, c'était finalement à quelle mort parle-t-on quand cette personne fait les régressions, c'est pas des régressions justement, mais oui, j'ai oublié d'expliquer, mais du coup les médecins, les personnes qui s'occupaient de traiter les patients avec les mouvements rapides EMDR, là si je me trompe pas, les rapides REM, tout ça, pour les mettre non pas en transe, parce qu'ils avaient fait des différenciations entre le fait d'être en hypnose, qui n'est pas la même chose, parce qu'il y a une possession déjà sur soi par rapport à juste faire des mouvements rapides. Donc tout ça, je suis pas non plus très très calé, mais apparemment c'est pas de l'hypnose, donc c'est très très plus éveillé en tout cas que endormi et dans un entre-deux plus ou moins teinté d'astral. Donc du coup, quoi qu'il arrive, ils parlent avec des morts, mais ces morts sont en rapport avec leurs traumas de guerre qui sont 30 ans en avant, ou 20 ans, ou 15 ans, ou même peut-être... mais en tout cas, ça dépasse 2 mois. Donc du coup, c'était pour voir un peu avec quel type de mort parle-t-on, parce qu'il me semble qu'on avait dit que ça peut être des morts qui passent dans le coin, mais comme ils ont peut-être accès à des archives, puisque c'est un plan où ils ont accès à une espèce de passé, présent, futur. Je ne sais plus si ce sont celles-ci, les archives akashiques, mais en gros, voilà, c'était pour un peu délier un peu tout ce pack d'informations que j'avais. Donc avec quelle mort parle-t-on ? Si on parle d'une... Pour ceux qui font de l'IADEC, c'est-à-dire pour ceux dont l'objectif c'était de soulager les deuils et de soulager les traumatismes psychiques avec des techniques
de mouvements oculaires rapides, ça permettait de visionner ou d'entendre ou de sentir l'individu décédé. Et certains, au tout début, dans les quelques mois qui ont suivi le décès de la personne, on peut toujours ramener la personne décédée et faire en sorte d'amenuiser le deuil. D'autres l'ont fait avec des personnes qui étaient là jusqu'à 30 ans ou 20 ans. Mais il faut bien se dire que généralement, les traumas sont liés à des assassinats ou à des meurtres de guerre. Donc, les décès sont beaucoup plus imprimés. Donc, ils ont une forme, un état qui est beaucoup plus imprimé. Or, comme on disait tout à l'heure, un individu qui meurt va avoir son âme qui va être lissée de sa mémoire, ce que l'on appelle le purgatoire, on va dire, pour les religieux. Purger, quoi, oui, quoi qu'il arrive, la racine. Il va être purgé de ses mémoires. Et l'âme va rester. L'âme va se nettoyer et elle va après s'être reposée, elle va aller prendre du boulot. Et puis, on a vu le genre de boulot qu'elle pouvait prendre en fonction de son état vibratoire. Et une fois qu'elle sera dégagée de tout ça, si on essaie de reprendre contact, souvent l'âme ne sait même pas qui c'est qu'elle a été. C'est-à-dire qu'au-delà de 3 mois, c'est déjà beaucoup. Au-delà de 2 mois, je trouve que c'est déjà beaucoup. Et il faut le faire en dedans de 1 mois. 1 mois et demi avant qu'elle ne commence à partir dans les champs purgatoires. Et si vous faites ça après 3 mois ou 3 ans ou 20 ans, ce que vous récupérez, c'est un petit peu l'enveloppe qui a été gardée. C'est un petit peu comme si vous voulez vous repasser des photos de quelqu'un qui est décédé, vous pouvez toujours, grâce à votre ordinateur et à votre clé USB, vous allez voir les photos. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours vivants. Même si c'est un film qui se joue, vous allez le voir, vous allez l'entendre, et puis pour certains, vous allez le sentir. Mais si imaginez que vous repartez 200 ans auparavant, qu'on vous montre l'individu qui est décédé sur la télévision, ça fera sur la télévision ou sur votre ordinateur avec la clé USB qu'on aura filmé, vous allez dire ça a résolu mon problème de deuil. C'est exactement la même chose qui se passe. Ok. D'accord, donc il ne peut pas y avoir de rapport avec l'intensité effectivement du décès ou quoi. Enfin, pourquoi je parle de ça? En plus, je les ai sous les yeux parce que j'écrivais là-dessus il n'y a pas longtemps. En Asie, par exemple, il y a tous ces concepts de persistance en fait de l'âme liés au taux de vibration qu'elle a au moment de sa mort. Et on parle souvent, dans beaucoup de cultures d'ailleurs, pas que l'Asie, mais beaucoup là-bas, d'âmes en fait qui n'arrivent pas à partir parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts, par exemple, suite à une mort un peu trop brutale ou trop agressive, qui les lie encore littéralement au plan de vie terrestre, et donc d'âmes qui resteraient, on va dire vibratoirement, proches de notre plan de vie ici sur Terre, et qui ferait que du coup ne passe pas à autre chose. Est-ce que ça c'est possible, ou est-ce que c'est encore une fois que l'interprétation? Positif ou négatif, c'est que si on fait tout un cérémonial chez nous pour enterrer nos morts, c'est pour leur faire réaliser qu'ils sont morts. Ah oui, c'est vrai. Quand vous prenez un mort et que vous lui dites « tu es mort », il dit bon, écoute, j'ai pas trop le temps de m'occuper de toi. Il faut que je m'occupe de machin ou de choses, parce qu'il est assis autour de la table en train de pleurnicher, et je ne sais pas pourquoi il pleurniche, et ça commence à me faire chier. Voilà ce que vous entendez quand vous les voyez ou quand vous leur posez des questions. Et puis ensuite, si vous leur dites mais tu es mort, ils te disent je ne suis pas mort puisque je suis en train de te parler. Alors, à l'église, quand il y a un mec qui est habillé tout en blanc, en train de dire bon, monsieur machin est décédé, ou toute la famille qui pleurniche avec les mouchoirs, et que vous enterrez quelqu'un au milieu, puis que le mec il regarde et puis il voit sa dépouille, et il se dit merde, c'est vrai que je suis mort, et donc il commence à réaliser qu'il faut peut-être qu'il se barre d'ici, au lieu d'aller embêter les gens qui sont dans le deuil. Parce que souvent, les gens qui sont dans le deuil sont encore connectés avec ces morts, et leur deuil fait qu'ils entendent l'existence de l'âme. Donc, elle ne peut pas souvent se détacher.
Et l'effet des morts brutales entraîne qu'il y a une persistance du corps énergétique, électrique et tout qui est resté, qui s'est encastré et qui n'arrive pas non plus à se détacher de là. Tant que l'âme n'a pas réalisé qu'il fallait qu'elle se barre. Parce qu'elle n'a pas la notion du temps. Un mort n'a pas la notion du temps. Donc, pour lui, s'il est encastré dans la terre parce qu'on lui a filé une explosion d'obus ou une balle énorme, lui, il se dira, bon, mais je suis allongé, je suis bien, je prends le soleil. Voilà, je prends le soleil. Ou je me repose, ou j'attends les copains. Et il peut attendre les copains comme ça pendant 50 ans, pendant 100 ans, ça ne posera pas de problème. Mais il faut, si on ne lui dit pas, écoute mec, tu es mort, ou alors s'il n'y a pas parce qu'il y a des entités qui sont responsables de récupérer les morts, si celle-là, elle est un peu fatiguée ce jour-là, elle n'a pas vu qu'il y en avait un qui était mort, mais il va rester un petit moment avant qu'elle repasse. Alors, non, mais c'est intéressant parce que ça désacralise mine de rien pas mal de choses vis-à-vis, pas que de la religion, même du spirituel, parce que ça montre, la façon dont tu le décris, ça paraît vachement imparfait quand tu dis ouais, les âmes récupératrices qui sont fatiguées en mode ouais, j'ai mal au dos aujourd'hui, en plus ma femme elle me casse les couilles, du coup voilà. Enfin, c'est marrant qu'ils fassent pas bien leur boulot, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si quelque chose est naturel, ça devrait se faire automatiquement, c'est ça qui est marrant. Mais dites-vous une chose, c'est que les gens qui sont ici, qui sont étourdis, ils seront étourdis pareil. C'est ça, ouais, c'est la même manne de personnes, le même type avec les mêmes conneries. Ici ou ailleurs, on est les mêmes, ok? Ouais. Et oui, parce que forcément, nous, dès l'instant où c'est de l'invisible depuis la nuit des temps, dès que c'est invisible, c'est déjà supérieur, en fait. C'est un des grands problèmes que les hommes ont toujours eu, c'est quand c'est invisible, c'est plus fort que moi, quoi, en gros. Donc c'est d'où la peur des fantômes depuis la nuit des temps, la peur de ceci. Dès qu'on voit pas, finalement, voilà. Et c'est vrai que là, avec cette conscientisation qui se fait petit à petit, progressivement, le but, c'est justement d'être aware, comme dirait l'autre, de commencer à ouvrir un peu ses écoutilles et puis c'est augmenter son feeling, ses subtilités pour pouvoir discerner tout ça. Bien que les fantômes sont souvent des individus qui sont décédés dans un autre plan, dans un autre univers. Mais ça, c'est... Non, mais ouais, c'est clair. Parce que ça m'a déclenché plein d'autres questions aussi en super rapide. Je pensais, quand il y avait les guerres à l'époque, là, les Japonais là, qui étaient au milieu des îles là, de Midway. Iwo Jima, tout ça. Ouais, c'était quoi cette guerre-là? La Seconde Guerre mondiale, en fait, tout simplement. Et les mecs, ils étaient dans des bunkers. J'avais vu ça dans un film comique, je crois, en plus, avec Terence Hill et Bud Spencer, il me semble. Hein. Mais en tout cas, le gars, il était dans son bunker et en gros, il croyait qu'il y avait encore la guerre parce que personne n'était venu le chercher. Et puis les mecs, peut-être que lui, il était déjà tout seul. Peut-être son pote, il est mort de faim, ils n'avaient pas de boîte de ration ou je sais pas ce qu'il mangeait. Et du coup, le gars était même pas au courant. C'est ça que ça m'a connecté parce que tout à l'heure, on en parlait des morts qui n'étaient même pas au jus. Et alors, je me disais, mais alors, dans la foulée, ces mecs, si le mec, il est mort et déjà, il croyait que la guerre était toujours... c'était, je sais plus combien d'années après la guerre qu'ils ont retrouvé des mecs et on leur a dit, mais les gars, ça fait 10 ans ou peut-être plus que la guerre est finie. Puis les mecs, donc, ils tombaient des nues. Mais si un mort, il est en état de guerre, le mec est en état de guerre, il meurt, donc pour lui, il continue, il sait même pas qu'il est mort, il est toujours sous, là, s'il faut, en ce moment, sur une île qui a même pas été encore repérée, il y a un mort, donc, qui est encore en état de guerre. Et alors, du coup, comme on disait, on pourra même pas parler, parce qu'il y a tellement, ça va dans tous les sens, mais c'est vrai que eux, ils peuvent se déplacer, normalement. Le mec, il va peut-être pas marcher sur l'eau, mais ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Donc, il va pas rester sur l'île ou quoi? Si, c'était juste... Quelqu'un qui de son vivant n'a pas envie de se déplacer ou voilà, de partir sur un bateau en plein océan. Ouais. Je vois pas pourquoi, parce que quand il va être mort, il va plus avoir la crainte de partir dans l'océan. Mais c'est vrai, punaise, mais c'est vrai que... Il va pas le faire. Ouais, c'est pareil. Ouais. Et quelqu'un qui est timoré à la base, il le restera même une fois mort. Les mêmes limitations, quoi, finalement. Hein. Et là, quoi? Les mêmes limitations, finalement. Oui, les mêmes limitations. On emporte nos limites. Tu avais d'autres questions, Richard, du coup, parce que tu disais que tu avais une petite finale de côté. Pour finir sur les morts, juste. Donc finalement, les gens qui... Voilà, on va reconnecter un tout petit peu, juste avec les gens qui disent « Ouais, ça c'est mon père ou ma mère ou ma tante qui me protège, je la sens, tu sais, au bout de 10 ans, 20 ans, donc on n'est plus dans les 1 mois, quoi. Donc on n'est plus connecté. » Donc il y a, effectivement, comme tu disais, il peut y avoir de la lecture
des photos, donc qui est juste de l'information, puis après c'est recraché à la personne vivante, donc ça lui permet de guérir de ses traumas, là, pour parler de la communication induite avec les traumatisés de guerre. Mais là, maintenant, des gens qui entendent qui disent quand j'ai eu un accident de voiture, juste avant l'accident, j'ai senti une main sur mon épaule qui m'a déplacé la main à droite pour le volant ou le levier de vitesse pour que j'esquive la voiture ou que je me fasse moins mal. Donc, est-ce qu'il y a des gens, des entités, donc dans le plan des morts, on est bien d'accord toujours, qui s'amusent, qui ont ce job-là de s'occuper, comme disent les terriens, les humains vivants, de s'occuper, de les protéger. Oui, les fameux anges gardiens. Ouais, j'allais dire ça en mode, mais sans le placer, mais voilà. Ouais, mais si, il faut le dire, de toute façon, c'est comme ça que les gens s'expriment. Donc, Il y a des fonctions de votre programmation, il y a des gens qui vont entraîner une contraction pour contracter, par exemple, la main sur le volant, ou vous réveiller, ou si vous êtes endormi, c'est uniquement une histoire électrique, donc, et même une histoire électromagnétique au niveau cérébral. Donc c'est pas extraordinaire. Simplement le fait qu'on le sent, on se met dans l'idée que c'est une entité qui a fait ça. Il existe des entités qui sont là pour absorber votre souffrance. On les appelle les saints. J'en ai rencontré une. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était comme saint. Je préfère pas le dire ici parce que je ne veux pas être emmerdé non plus. Donc, ce saint avait la capacité de se mettre dans les hôpitaux à côté de personnes qui étaient en train de souffrir et absorber la souffrance, absorber, disons, 60% de la souffrance, ce qui permettait aux 40% d'être absorbé par l'âme. Parce que, comme vous le savez, dès qu'il y a trop de douleur dans l'âme a tendance à partir parce qu'elle elle a dépassé le quota de maintenance dans sa vie. Et à partir du moment où elle dépasse le quota, elle se barre. Et ça veut dire que pour elle, c'est terminé sa programmation. Et elle vit une fin de programmation vis-à-vis d'une quantité de souffrance qui a été consommée. Par contre, donc pour ces âmes, il y a des âmes qui sont là pour vous absorber la souffrance, d'autres qui sont là pour vous donner envie d'allumer des feux. J'ai rencontré aussi une entité qui pouvait vous faire allumer des feux, et elle n'a pas fait chauffage, mais elle a fait chauffer la pièce. Et il y avait une pièce de 35 personnes qui brutalement s'est trouvée en train de chauffer alors que le chauffage était éteint. Et c'était en plein hiver, il commençait à avoir vraiment très chaud et tout le monde a ouvert les fenêtres. Pour vous donner une idée de ces entités qui peuvent chauffer pas mal. Donc ça, quand elle est venue me voir, je lui ai dit, c'est intéressant, si tu peux rester avec moi, ça m'économisera du chauffage. Évidemment, elle est partie parce que ça ne l'intéressait pas. L'objectif, ce n'était pas celui-là. Donc chacune il y en a qui sont utiles, il y en a qui vont vous faire gagner de l'argent. Il y en a qui vont vous faire en sorte de vous faire trouver un portefeuille ou gagner au loto. Il y a d'autres entités qui vont vous permettre d'enfanter, pour les femmes, ou pour les hommes éventuellement, mais pour les femmes, vont vous faire avoir un enfant. Alors que vous aviez les deux trompes qui étaient cousues ou sectionnées. Donc il y a des entités qui sont pro-homme, qui aident l'homme. Il y a des entités qui sont là pour faire leur job, pour récupérer. Il y a des entités qui sont là pour manipuler le psychisme, d'autres qui sont là pour donner des informations aux individus, donner des informations aux chercheurs, donner des informations aux physiciens, et elles ont l'obligation de le donner en même temps. Donc, les gars, souvent les chercheurs ou les fameux prix Nobel ont souvent dans différents pays, ont tous à peu près la même idée au même moment. Et certains vont plus vite que d'autres parce que c'est leur programme d'aller plus vite que le voisin. Oui, mais voilà, il y a des entités de tous les niveaux, de tous les plans, de toutes les vibrations. Vous avez des plans parallèles où il y a des gens qui peuvent intervenir et qui interviennent au niveau des individus et qui ne sont pas du tout des entités décédées, qui sont des êtres vivants
et des individus comme nous, et qui peuvent intervenir dans votre vie. Donc, il faut intégrer tout ça, c'est sûr que c'est difficile. Ouais. Ouais, quoi qu'il arrive, c'est un plan polaire à fond les ballons, hein, on est bien d'accord, hein, c'est même celui qui appose de la polarité sur Terre, hein, le plan astral. Oui. Le plan des morts. Donc voilà, il y a une polarité, comme j'aime bien dire, il y a haut, bas, gauche, droite, chaud, froid, blanc, noir. Il y a quelque chose de, il y a des gens, comme tu dis, quand tu dis, ils font leur job un peu neutre, c'est-à-dire ni bien ni pas polarisé, je veux dire. Ou est-ce que non, c'est full polarisé. En ce qui concerne les fameux saints, ce sont des individus qui sont je dirais que leur état d'âme n'est pas ce que l'on attend. C'est-à-dire, c'est pas l'individu va fonctionner parce qu'il doit fonctionner comme ça. Il ne va pas le faire par un état d'âme. Il va le faire par une fonction d'obligation. Oui, parce que quand il prend l'énergie, enfin quand il prend la douleur là, les 60% là, il voit quoi qu'il arrive, il a son job à faire, lui il fait son job, un point c'est tout. Voilà, ça le recharge. Il intègre quand même la douleur qui est prise. Et quand vous intégrez des gens comme ça et que vous les sentez comme ça, vous apercevez qu'ils ont des douleurs inimaginables, des souffrances, ils ont subi des souffrances inimaginables et que quand vous l'intégrez, vous apercevez que, parce que quand vous l'intégrez parce qu'il vient vous parler et que vous ne pouvez pas faire autrement que de le recevoir, parce que vous n'avez pas prévu le coup, comme dirait l'autre. Ah oui, c'est vrai. Ils ont énormément souffert. Ça n'est détestable. Bon ben moi du coup, tout ce que je déduis un petit peu de tout ça là, qu'on peut faire un premier petit résumé, c'est qu'on a l'impression qu'en fait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit sur Terre est régi par des forces, règles, lois invisibles, que ce soit le double quantique, ce qu'on peut appeler le contact, etc. Le plan supérieur un petit peu qui est un programme pour nous, les âmes qui s'incarnent, qui font des choix, etc. Les âmes un petit peu de haut niveau qui vont protéger, qui machin, les âmes, les entités du bas astral, donc un petit peu les strates les plus proches de nous, qui vont casser les burnes un petit peu, tirer les pieds pour pas qu'on avance trop vite, etc. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une part de libre arbitre? Est-ce que l'humain existe réellement en tant qu'individu ou est-ce que ce n'est qu'un amas de règles invisibles? Est-ce que l'âme vraiment prend des décisions elle-même? Ça me paraît un petit peu fou, effectivement, quand j'entends ça. On est soumis, entre guillemets, voilà, c'est ça que je voulais dire, on est tellement soumis à tellement de forces, à droite, à gauche, quelle est la part de l'être humain tel qu'on le perçoit, nous, ici sur Terre? Est-ce que l'humain tel qu'on le conçoit existe-t-il vraiment, d'ailleurs? Moi, si tu veux, en mode résumé, en fait, c'est ça qui m'a permis, moi, de comprendre un peu, éventuellement, où je me situais et moins stressé. D'ailleurs, j'avais refilé cette idée-là à quelqu'un qui m'avait dit « Putain, c'est nickel, tu m'as enlevé le stress, un stress de vie ». C'était pour lui, c'était au niveau des échelles, le fait d'être petit dans l'univers, etc. Et pour dire que, avec toutes ces questions-là, souvent, quand j'en ai pu parler de tout ça aussi avec d'autres personnes, avec des gens qu'on connaît, toi et moi, les gens, c'est ouais, mais qu'est-ce qu'on fait effectivement avec tout ça? Et moi, j'ai retenu vraiment un truc, c'est que tout avance pas à pas. C'est pour ça que finalement, il y a quasiment pas à chercher, parce qu'en fait, c'est un peu comme vouloir absolument connaître tout le bouquin avant même de l'avoir lu. Donc finalement, peu importe, ce qu'il faut, c'est faire donc nos choses à notre mesure et que je me perde pas là, comme tu sais. Oui. Quand on est petit, je reprenais l'exemple, on ne sait pas comment payer ses impôts parce qu'on ne sait pas, c'est pas notre niveau, parce qu'on n'a même pas été encore en CP ou je ne sais pas quand est-ce qu'on apprend les additions. Donc c'est bien loin, on ne connaît même pas les dérivés éventuellement, même si ça ne sert pas spécialement pour les impôts, mais on n'a pas ces connaissances-là qui sont graduelles et qui nous font comprendre un truc d'un plus grand dessin. Dans le futur. Donc finalement, avec toutes ces informations-là, même si ça fait gros, en fait, on s'en fout. C'est un peu comme le fait de jeter le contact au feu ou pas s'en occuper. C'est que les choses arrivent en temps et en heure.
au fur et à mesure de notre élargissement de champ de vision. Et là, moi, souvent, comme tu sais, je parle souvent de fractal parce que finalement, c'est un schéma qui est reproduisible à différentes échelles. Donc, reproductible, merci. Et donc finalement, moi, par ce schéma-là, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a bien permis finalement de me calmer, puis de me rendre compte que finalement, on retrouve les schémas de plus en plus larges qui sont plus ou moins toujours les mêmes trucs. Donc, en fait, on en aura les compréhensions au moment où on aura cet élargissement-là, quoi. Je ne sais pas si normalement, ça devrait coller un peu avec ce que tu disais, parce que c'est un peu qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi. Donc moi, ça me permettait de dire finalement qu'on peut même ne pas se la poser, continuer d'avancer, même si ça paraît d'être toujours un peu plan-plan, de ne pas avancer. On a l'impression qu'on n'est pas actif, mais finalement, tant qu'on percute les choses quand ça nous percute, et non pas attendre, comme disait tout à l'heure Jean-Luc en début d'émission, sinon il y a un feu de cathédrale, ou gros feu, ou gros crash, ou gros explosion en moto. Du coup, si on le fait graduellement, avec le ressenti, le feeling à l'instant où ça arrive, du coup, on se rend compte que déjà, par rapport à il y a 3 ans, on percutait rien sur un sujet que maintenant, je peux pas dire qu'on maîtrise, mais qu'on a beaucoup plus élargi, quoi. Ouais, moi, je te répondrais que c'est facile de dire ça, entre guillemets, une fois que tu as su. Tu vois, tu t'es intéressé à tout ça, donc c'est facile de glisser, entre guillemets, une fois que tu as appris à surfer. Enfin, tu vois, tu es en train de dire plus ou moins que, en gros, ça sert à rien de s'intéresser à tout ça. Il suffit d'avoir un petit peu une bonne intuition et d'appréhender la vie de manière positive. Et, non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça colle avec ce que tu avais dit tout à l'heure, effectivement, et je reconnais les discussions qu'on a, c'est vrai. Mais effectivement, sans qu'on cherche en plus à être un modèle, parce que déjà, on a déjà trop de boulot pour soi, donc on va pas chercher à faire quoi pour autrui. Mais enfin, on fait, c'est naturel, mais toi, tu maîtrises, tu connais tout ce qu'on s'était dit, tu sais, tu maîtrises les logiciels de musique, que moi, pour moi, c'est incommensurable. Il y a tellement de boutons, tellement de potards à tourner que je me dirais, mais jamais j'y arriverai. Mais le fait de savoir que quelqu'un sait le faire, déjà, ça ne devient pas impossible. Même si la personne me dit, mais si, c'est facile, d'ailleurs, c'est ce que tu me disais, mais si, c'est facile, tu t'y mets un petit peu, tu vas voir, en quelques mois, tu vas savoir faire les musiques, etc. Mais moi, quand Jean-Luc nous dit, oui, si, tu peux pas parler à ton contact, suffit. Oui, mais voilà, mais bien sûr. Toi, tu me poses la question, et bien sûr, il se passe rien, t'attends comme un con. C'est ça, non, mais c'est pour dire que, bon, ça, c'est des phrases très basiques, mais il y en a qui montrent la voie. Alors là, c'est trop, ça, c'est comique, quoi, tu vois, c'est limite, on n'a même pas envie de l'entendre, mais effectivement, il y a des choses qui nous montrent, même quand on regarde des reportages sur plein de choses, en fait, tout est possible. Et donc, c'est pareil, c'est très random, ça. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans moi, ce que je disais, c'est vrai que moi, ça me paraît pas extraordinaire. Mais c'est vrai, comme tu le dis, d'un autre point de vue, c'est le mec, ça y est, il s'est trouvé. Alors qu'en fait, non, même pas du tout. Je vais même pas commencer s'il faut. Mais en tout cas, c'est vrai que les choses se font. Donc finalement, les échanges entre humains, c'est ni plus ni moins que des échanges avec le plus d'honnêteté possible. C'est pour ça qu'on trouve ses amis petit à petit, avec les gens avec qui c'est une communication propre, quoi, avec le meilleur ping possible. Et du coup, on s'échange les bons procédés, quoi. Donc en fait, perso, je fais que avancer comme ça. Et si ça sert à quelqu'un, tant mieux. Si ça sert pas, tant pis. Et puis si la personne 10 ans après, ouais, putain, c'est nickel, c'est impeccable ce que tu disais, ce que je viens de le percuter maintenant, impeccable. Comme lui, il m'a fait percuter un truc, tu vois, les temps sont pas les mêmes pour chacun. Donc là, bon, je sais pas trop comment je vais finir ce que je dis là, mais en tout cas, non, mais chaque chose, chaque chose en son temps, c'est le vieux truc. C'est clair, 2 heures d'émission pour finir sur ça. Voilà quoi. Voilà. Mais non, mais c'est ça. Finalement, c'est l'échange, la manière comme je dis tout le temps, et les gens, tout le monde se trouve fou tout seul. Personne n'échange. Personne n'échange réellement, ou du moins échange, mais sur des small talks, mais pas de trucs un peu profonds. Parce que il y a encore des pudeurs, des hontes ou je ne sais quoi, alors qu'en fait, comme tu sais, toi, depuis un petit moment, toi et moi, on se dit des trucs en mode on se fout de la gueule de l'un de l'autre, quoi, en gros. Et du coup, c'est ça, le fait de détacher, déjà de plus être connecté à l'émotionnel et de dire ça en mode froid et puis plutôt comique, parce que du coup, nous, on aime bien se moquer l'un de l'autre avec Xavier, mais du coup, ça permet de tracer un peu plus, quoi. En tout cas, bon, là, pour éviter que je me perde, non, mais c'est marrant en fait ce que tu viens de dire, parce que je peux rebondir direct. Vas-y, en soirée, il y a 2 soirs. Comme par hasard. J'ai raconté. De quoi non, mais en fait, non, mais en plus c'est tout bête, je vais rien dire de fou là, juste que effectivement, je vous jure, c'est vrai, ça m'a fait rire. Je raconte une anecdote parce que j'ai honte de rien, je raconte une connerie qui m'était arrivée il y a quelques années. Et il y a un gars devant, il se réveille et pourtant il a, je sais pas, il doit avoir passé peut-être les 40 ans, 42 ans.
Et là, il lâche son truc, il dit ah, mais moi aussi, je l'ai jamais dit à personne. Mais machin et tout. voilà, J'étais c'est ça. mort de rire. Le gars, il s'est révélé et du coup, il se mettait à raconter ça à tout le monde juste après parce qu'il était trop heureux de s'être libéré de ça. Mais Et carrément, mais c'est c'est ce que ça. je disais à Jean-Luc en préambule de l'émission, encore une fois, c'est que c'est marrant de voir qu'en fait, on peut parler de ces choses-là un petit peu tranquillement parce qu'on a tous des petits allumages à l'intérieur. On réfléchit à certaines choses, effectivement. Ah tiens, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre. Effectivement, qu'on va parler de l'âme, de la vie après la mort et tout. Moi, des gens que je connais depuis une semaine ou deux, allez hop, on se lance là-dessus juste pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et on se rend très vite compte qu'en fait, beaucoup plus de gens que ce qu'on pense sont Mais c'est ouverts ça, à toutes ces exactement. discussions et tout. Donc oui, il y a... C'est pour ça à communiquer, mais voilà, t'imagines le premier filtre, excuse-moi, le premier filtre est la honte ou la peur de comment je vais être perçu, mais une fois que tu dis, vas-y, je suis un extraterrestre, c'est réglé, les gens ils me voient comme ça, bah, du coup tu poses ces questions. Et moi, en mode, à l'époque où je faisais du déchargement de camion, je t'avais raconté, bah, pareil, je m'ennuyais. Bon, après, je me fusille des conférences de Bernard pour rentabiliser mes oreilles pendant le boulot, mais à un moment donné, bon, tu fais une pause parce que bon, le casque à fond dans les oreilles, parce que du coup, les machines, ça fait du bruit. Tu fais une pause et puis tu te dis, à un côté, un mec, bon, qui avait l'air bon, normal, mais bon, je sais que bon, c'était un gars qui avait l'air de. Enfin voilà, il était particulier d'une certaine manière, mais bon, voilà, je l'ai senti et puis j'ai dit, oh, en fait, parce que bah, je m'amusais de ça, puis aussi c'était pour voir un peu le feedback et du coup, j'ai dit, oh, en fait, t'as déjà vu des ovnis et tout, et puis le mec, bah, il s'arrête. Ouais, comment tu sais ça? Je dis, bah non, je sais pas, bah, je te demande et tout. Puis à partir de là, bah, comme pour toi et la personne dont tu parles, 40 ans, là, hop, puis il se crée une discussion. Puis à partir de là, j'ai même proposé de, si vous voulez passer, témoigner, de passer dans l'émission de l'autre, là, tu sais. Mais du coup, bon, il n'était pas intéressé. Donc après, ce qui est marrant aussi, c'est que des fois, on trigger des trucs chez les gens. Puis en fait, après, ça tombe en désuétude tout de suite. Non pas qu'il faille faire tout ce que nous, on propose aux gens, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile de trouver de la suite. Je sais pas si on peut dire, j'invente un peu l'expression, mais de la suite, quoi. De la suite dans l'idée et dans l'énergie. Donc après, ça retombe comme des soufflets. Et c'est vrai que c'est dur là. Donc là, bah, déjà, rien que toi et moi, là, ce qu'on essaie de démarrer un peu, on va voir ce que ça va donner. Mais du coup, ça semble sympathique déjà. Avec l'émission, ouais. Pouce Ouais, bleu, c'est ça. abonnez-vous. Ouais, c'est ça, le post. J'ai ouvert un Tipeee. Voilà, c'est ça. Mais, mais c'est pareil, ça fait combien d'années qu'on voulait faire ça? Déjà, moi, parler, ça datait d'il y a au moins 2010, 12, 13. Et puis après, quand tu m'as dit, vas-y, il faut qu'on fasse un truc, là, ça remonte à plus d'un an, je crois, j'ai l'impression. Ah non, mais largement plus. Et Donc, puis là, non, sérieusement, mais ça fait le- 4-5 ans qu'on a blagué sur le fait de le faire. Hein. non, c'était pas Si. parti à Paris, là, si. Non, mais avant Paris, déjà, on se disait, ouais, il faudra faire une petite émission pour rigoler. Ouais. Ça faisait Bon, en 1000 tout ans cas, qu'on ouais. parlait. Donc merci Jean-Luc d'être venu ce soir, de nous avoir consacré ça. J'espère que c'est la première, mais pas la dernière. On se fera sur d'autres sujets. Richard a commencé déjà à partir un petit peu en off sur d'autres choses, donc je sens que c'est pas la dernière fois qu'on se croise par ici. Il nous a donné beaucoup de choses là. J'espère que les personnes qui découvrent tout ça ont pu comprendre un petit peu comment. Ouais, tout à fait. Se marrer, quoi, ça c'est surtout ça aussi. Ouais, non mais c'est ça, faut dédramatiser, on essaie de prendre un petit peu toutes les informations comme on peut, faut qu'on prenne ce qu'on a envie de prendre, encore une fois, hein, Richard est très partisan de ça, effectivement, faut pas s'encombrer le cerveau. Là, toutes les personnes qui nous écoutent, hein, attention, faut pas prendre des notes, faut pas se dire ah oui, ça c'est bien, ou ça je sais pas trop, s'en fout, hein, franchement, on s'en fout là, on est là vraiment pour récupérer un max d'infos, de personnes ou d'événements, effectivement, qui ont les capacités de transmettre des choses, et voilà, faut pas se polariser, faut pas prendre ça pour soi, faut détacher un petit peu de ses émotions. Aujourd'hui, c'est quand même une règle. Hein. S'il doit y en avoir qu'une seule, hein, c'est vrai qu'on subit trop ça. Un monde vachement émotif, on prend tout pour soi. Prendre un petit peu de recul, donc y compris sur ce genre d'informations qu'on donne un petit peu ce soir. Donc voilà, en tout cas, ça a été un vrai plaisir de t'avoir, Jean-Luc, accompagné par Rick. À bientôt alors. Ouais, mais carrément, à bientôt. Hein, de toute façon, voilà. Donc nous, on va tenter un épisode 2 très bientôt là, avec un invité dont on n'a pas encore le nom. Mais voilà, on va diffuser ça très bientôt. Et a priori, un deuxième segment avec Jean-Luc qui nous racontera un petit peu plus en détail sa rencontre et les origines un petit peu de toute cette ouverture d'esprit qu'il a eue avec Bernard de Montréal, Daniel Ménard qu'il a rencontré. Une époque de sa vie, le déclencheur de tout ça, donc on en reparlera. Et puis en attendant, bonne soirée, parce que bon, c'est quoi, c'est minuit. Hein. De toute façon, tous les gens que j'écoute font des podcasts tout le temps en fin de soirée. C'est faire chier les voisins. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée, ouais. Ciao, Merci à tous et à bientôt. Ouais.